Hé hé hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 169. 169, Ben! Christian, on s'approche du 170 quand même. On s'approche du 200 à pas de géant, là. Du 200 aussi. Hey, gros podcast cette semaine, gros épisode. Ben c'est ça, hein, quand on manque une semaine, on a quand même beaucoup de films là, à jaser la semaine d'après. Mais on a beaucoup de nouveautés cette semaine, ça va être très bon, très... Beaucoup de films très 2024, mais pas des films qui vont faire le top probablement. T'sais, en tout cas, moi j'en ai deux qui sont dans... Ben j'en ai deux qui sont dans mon top, un qui ne sera pas, puis Beetlejuice, s'il fait le top, ça veut dire l'année t'a chier, là, mais en tout cas... Ouais. Moi aussi, effectivement, toutes mes nouveautés de cette semaine, il y en a aucun dans mon top. Il y en a un que j'hésite, mais je pense pas qu'il va le faire. Parce qu'il y a quand même des réticences. J'ai adoré, mais il y a quand même des réticences à quelques endroits. Mais si tu veux, je peux commencer avec une nouvelle triste de cette semaine. Ben c'est pas... Écoute, il y avait quand même genre 93 ans, là, ou quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est quand même triste. T'sais, les gens pleurent et tout. Mais c'est quand même mieux que, mettons, Johnny Gaudreau qui se fait frapper vers un char en bicycle. ouais, tu sais, une célébrité qui part un peu trop vite, là. Là, c'est un peu plus triste. Mais je veux dire, la voix de Darth Vader, Mufasa, plein d'autres personnages comme ça, mémorables dans le cinéma hollywoodien. James Earl Jones nous a quittés cette semaine. Puis, c'est ça. Mais tu sais, moi, je sais pas pour toi. Tu sais, c'est un grand acteur. C'est un grand acteur, je veux dire. C'est un acteur incroyable. Mais moi, tu sais, à chaque fois que je l'ai vu dans un film en chair et en os, là, sans la voix, là, ben, je veux dire, pas juste une voix off, là, ben, tu sais, j'ai jamais été impressionné vraiment par son jeu d'acteur. Tu sais, c'est sûr, j'ai pas tout vu ses films non plus, là, mais je veux dire, tu sais, il a tracé la voix là, dans le monde des voices, là. T'sais, que ce soit pour Le Roi Lion ou plein d'autres films de Disney ou des doublages comme un peu Darth Vader. T'sais. C'est une voix qui porte, c'est une voix qui a marqué aussi l'univers cinématographique de la science-fiction, puis au-delà de ça. Donc, je salue le travail de James Earl Jones. Écoutez ça. Écoutez du James Earl Jones. Écoutez Star Wars, hein. Ouais. Mais tu sais, il a joué dans beaucoup de films mauvais aussi. Tu sais, je veux dire, il a un tout petit rôle de cul dans l'Exorciste 2, l'Hérétique. C'est vraiment un film mauvais. Tu sais, le film a quand même des qualités, là, mais je veux dire... Tu sais, j'ai vu, pas si longtemps, j'ai vu un film, ça s'appelle Ambulance. Puis il joue un détective vraiment comme niaiseux. Puis il meurt là, dans le milieu du film. Il a vraiment pas un gros rôle, mais... En tout cas, j'imagine que c'était ça, James Earl Jones. Il choisissait ses rôles, puis souvent, il choisissait pas le bon rôle. Mais ça fait un job. James Earl Jones, salutations. Paix à son âme. Paix à son âme, exactement. D'ailleurs, je pense pas que c'est lui qui reprend la voix de Mufasa là, dans le prochain film live-action de Disney, qui est Mufasa. Il va être plus mais jeune je pense... aussi. Hein. Ouais, ben, c'est ça. C'est l'histoire de Mufasa plus jeune. Mais je pense qu'il va avoir des petites voix là, de James Earl Jones quand même, là, record. Okay. Là. Peut-être lui qui raconte son histoire, je sais pas. Là, mais... Espérons-le. Dernier travail d'un homme, d'un acteur exceptionnel. Yes! C'était mon message de la semaine, Ben. T'as-tu un message, toi? Non, pas de message. Non? On commençait avec quand même un grand film anticipé de 2024. Moi j'avais depuis très hâte. 88. Ça fait longtemps qu'il parle d'une suite puis que ça venait jamais puis là finalement ça s'en vient. Ben, oui, puis tu sais, on n'était pas surpris quand ils ont annoncé la suite. Je veux dire, on est dans la période où on fait que des suites, que des reboots, que des requels. À Star, on a des surnoms même aux suites des suites puis ainsi de suite. Mais 1988, ça fait un bon 30 ans et plus. 36 ans. 36 ans, ouais. Je suis en train de calculer. Mais une chose qui est vraiment bien,
que la meilleure décision que le studio aurait pas pu prendre, c'est de ramener Tim Burton à la barre. Surtout que ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, à mon avis. Ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Puis, surtout que c'est lui qui doit avoir fait un Peach, là. Puis d'avoir ramené aussi Michael Keaton, Winona Ryder. Je pense pas qu'on aurait pu refaire un remake de Beetlejuice. Ça aurait été impossible. Donc, Beetlejuice, c'est une suite, comme on s'en doutait, qui est pas... je pense qu'on a passé un peu la même chose au niveau du scénario. Ça a pas été recherché ben loin, là. Je veux dire, l'histoire est quand même ordinaire. Tim Burton, depuis La Planète des Singes, ses scénarios sont toujours épouvantables. C'est pas lui qui les écrit, les scénarios, mais c'est toujours des histoires vraiment basiques, pas bonnes, mal ficelées. C'est ça. Puis celle-là encore. Le scénario déçoit là, dans le deuxième film. En même temps, je m'attendais pas à grand chose non plus, mais on est loin du scénario du premier Beetlejuice. T'sais. Puis c'est un scénario qui sert à rien aussi. L'histoire mène à rien, ça sert juste à ramener Beetlejuice dans le décor, puis le montrer, puis amener les effets. Ce qui est le fun. Tu sais, comme la plupart des requels, je veux dire, les histoires servent strictement à rien, juste à revoir la nostalgie des personnages classiques qu'on a aimés dans le temps. Puis tu sais, bon, le premier Beetlejuice, l'histoire est incroyable, puis les personnages ont été tellement incroyables, puis je trouvais ça quand même intéressant dans l'original. J'ai toujours trouvé ça intéressant que Beetlejuice est un peu omniprésent, on le voit pas beaucoup, là. Il arrive à la moitié du film, puis il fait quelques actions, mais son importance arrive plus vers la fin. Mais ça reste que c'est l'histoire de Gina Davis puis de Alec Baldwin qui sont morts puis qui veulent juste essayer de partir de leur maison, en tant que fantôme. C'est leur histoire à eux, puis aussi, en parenthèse, l'histoire de la nouvelle famille qui arrive dans cette maison-là puis qui sont hantés par les fantômes. Mais au-delà de ça, Beetlejuice reste l'antagoniste du film qui est omniprésent. Puis je m'attendais ce qui me déçoit un peu plus de Beetlejuice, c'est que je m'attendais à ce qu'on explore un peu plus l'histoire de Beetlejuice. On l'explorait un peu quand même. Mais tu sais, son ex-femme qui est la méchante dans le film, es-tu dans le premier film? Non, c'est Monica Bellucci qui va jouer l'antagoniste dans ce film-là. Une des antagonistes dans ce film-là. Puis, elle c'est vraiment un personnage créé là, de toute pièce là, qui arrive dans cette suite-là. Mais ça donne une certaine importance à Beetlejuice qu'on n'avait pas dans le premier film, mais que là, c'est quand même intéressant. Mais j'aurais voulu qu'on creuse un peu plus cette histoire-là. Parce que là, il y a comme deux histoires là, qui chevauchent. Il y a comme l'histoire aussi de la jeune. De la fille de Winona Ryder, qui est jouée par Jenna Ortega. Je sais pas si tu veux en jaser de ça. Tu sais, Jenna, moi je trouve que dans tous les rôles qu'elle fait généralement, elle brise l'écran. Tu sais, dans Wednesday, elle est incroyable. Puis tu vois qu'elle est une grande actrice. Puis dans celle-là, je trouve qu'elle est effacée. Ça reste juste une jeune ado un peu. Genre chicane avec sa mère. Mais tu sais, elle a pas de profondeur, je trouve. Puis l'histoire d'amour est un peu BS. Puis tout ça. Fait que j'étais comme. Je suis déçu parce que Jenna, j'ai toujours des attentes envers elle. Fait que, puis j'aime beaucoup. Elle a un rôle un peu plus froid, un peu plus robotique. Ça reprend un peu son rôle de Wednesday, qui est un peu comme la jeune ado froide puis gothique, mais en même temps, c'est vrai qu'elle manque de vie un peu dans ce film-là. T'sais. Ouais. Puis, mais tu sais, la femme, l'ex-femme de Beetlejuice, justement, c'est comme un peu la mariée cadavérique, fait que c'est le fun qui replonge dans son univers un peu puis qu'il fasse des liens. Ça, je trouve ça intéressant. Tu vois, moi, le gros point positif du film, c'est que oui, au niveau du scénario, ça rappelle les derniers échecs de Tim Burton. Depuis, comme tu dis, de La Planète des Singes, ces films sont plus pareils, c'est sûr. Mais on retrouve vraiment la vibe de Tim Burton. On regardait Wednesday sur Netflix. Oui, c'est une histoire... la famille Adams, je veux dire... Oui, c'est gothique, ça rappelle Tim Burton, mais je trouvais que... Je sais pas, il y avait un ton derrière. Ça, je t'en avais parlé aussi... quand on a regardé la série, puis c'est un ton qui rappelait Netflix, mais on dirait que je voyais pas le Tim Burton derrière ça. Il y avait beaucoup de CGI, beaucoup de... Jenna Ortega est superbe là, dans le rôle, mais je trouvais qu'il manquait du Tim Burton, puis tu vois dans Beetlejuice, on retrouve vraiment le vieux Tim Burton, je trouve, avec... Puis on l'a pas vu depuis longtemps, ce Tim Burton-là. Exact, puis c'est des décors, comme
un rappel à l'original aussi, puis il aurait pas pu faire différent. Là. C'est pas mal d'animatronique, puis des effets vraiment pratiques qui nous mettent sous la vue. Mais tu sais, Jenna, elle disait que, tu sais, quand, mettons, elle fait Wednesday, ben, tu sais, c'est sûr que Tim Burton, il est là, mais il y a toujours des gens qui disent, ok, faut que tu respectes tel cadre parce que c'est l'univers de Family Adams, tout ça. Tandis que là, t'es dans la tête de Tim Burton, à quel point que c'est un fou, puis c'est vraiment, tu sais, il dit les planchers sont croches, puis c'est le même, tu sais, puis ça, c'est vraiment génial. Là. Ouais. Ça, j'ai adoré. Puis, tu sais, il y a beaucoup de petits caméos aussi, des acteurs avec lesquels il a souvent travaillé. Tu sais, t'as Danny DeVito qui va apparaître. Willem Dafoe, que son personnage sert strictement à rien, mais il est juste là, pis c'est écœurant, tu sais. Puis j'ai adoré Michael Keaton, tu sais, je veux dire, il personnifie tellement bien, puis c'est tellement le Beetlejuice de l'original. Moi, j'étais crampé à chaque fois qu'on le voyait, mais justement, c'est ça qui me décevait un peu, c'est qu'on le voyait pas assez non plus dans ce film-là, tu sais. Puis le père de la famille avec Winona Ryder, il est mort hein, dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il est de même. Ouais, je pense qu'il est. J'ai pas fait de recherche, mais il me semble qu'il est vraiment décédé. Donc, dans ce film-là, il est comme absent. Là. Ah, mais c'est quand même une belle manière de l'amener. Je trouve ça intéressant, ça. Oui, parce qu'on perd pas non plus le souvenir qu'on a de lui. T'sais. Ouais. On l'a pas effacé complètement. Il est toujours là, mais sans être là. Ah, c'est drôle. Ça, c'était écœurant. Mais je vous conseille quand même d'aller voir en salle. Mais je pense. Tu sais, comme j'ai dit à des proches, là, je leur ai dit, parce qu'ils m'ont demandé, tu sais, hey, ça vaut-il la peine qu'on aille voir ça? Puis je leur ai dit, pour vrai, premièrement, il y a comme 3 règles. Là. Premièrement, faut que t'aimes Tim Burton. Si t'aimes pas Tim Burton, vas-y pas, là, tu vas pas aimer ça. Deuxièmement, faut que t'aies aimé le premier film, parce que si t'as pas aimé le premier film, ben, tu vas t'emmerder. Puis troisièmement, ben, faut que t'ailles quand même l'espèce de sentiments, tu sais, c'est un film pour les fans aussi, pour les nostalgiques de l'époque. Fait que si t'aimes pas justement les effets pratiques ou les vieux effets qui ont l'air cheap un peu là, en salle, ben va pas voir ce film-là, tu sais, parce que si t'es un maniaque du CGI et que t'aimes tout ce qui est fait à l'ordi, c'est pas le film pour toi non plus, là. Puis tu sais, justement, c'est un film pour les nostalgiques, puis le film joue trop là-dessus, ce qui fait que le film est moins intéressant. Sauf que, tu sais, même si c'est pas tellement bon, tu passes un bon moment pareil. C'était 1h40 que j'ai trippé et j'ai eu du plaisir, tu sais. Exactement. Moi, j'ai trippé ma vie, Ben. Ouais. J'ai trippé ma vie. Oui. Mais je suis un fan de Tim Burton, tu sais. On est des fans de Tim Burton. Fait que c'est sûr qu'on allait aimer ça. Mais allez le voir en salle, si vous aimez ce genre de film-là, ça vaut la peine, sur le grand écran. Ça vaut le détour, absolument. Juste pour les effets, c'est le fun, puis c'est amusant. Ah oui. Puis on peut espérer peut-être un retour de Tim Burton dans sa créativité, peut-être avec ce film-là, je sais pas. Puis là, ils ont teasé, je pense, un 3e, là. Ah oui. C'est la façon dont ça finit aussi, ça laisse prévoir peut-être là, une suite. On verra bien, là. T'sais, on dit toujours jamais 203, mais là, ça a quand même pris 36 ans à faire une suite. Je sais pas. Ben, le film, il marche pas mal, puis à cette heure, j'imagine si ça marche, ils vont comme mettre l'argent de plus en plus rapidement, je sais pas. Ouais. On regarde ça de près. T'sais, en même temps, il y a Wednesday 2, j'imagine, que Tim Burton fait en ce moment, donc à suivre. À suivre. Tu veux-tu que j'aille avec une autre nouveauté en salle? Ouais, vas-y. Parce que là, moi, j'ai 2 autres nouveautés en salle. Un remake danois, ça, c'est un film qui date de pas si longtemps que ça non plus. C'est bizarre qu'ils font ça à cette heure des films, mais comme à genre 2 ans d'intervalle. Ben, l'original danois, on parle de Speak No Evil, qui vient de sortir. En fait, c'est tout frais au cinéma. Puis j'étais quand même curieux d'aller voir ça, parce que moi, j'ai pas vu l'original là, danois. Puis tu vois, l'original, là, je pense que c'est 2018. On va dire ça très rapidement. 2022. C'est encore plus récent que je pensais. 2022. Puis de ce que j'ai vu, là, c'est. Parce que j'ai pas vu l'original. Donc je peux pas vraiment critiquer le nouveau. Le remake sur justement le remake qu'ils ont fait. Là. Mais en tant que film, c'était vraiment excellent. Moi j'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, je suis curieux de voir l'original quand même, là, comment ils ont placé, mais de ce que j'ai lu, c'est quand même bout par bout, là, scène par scène, c'est exactement la même chose. Fait que. Mais il paraîtrait que l'original est plus trash sur certains points. Pardon? Il paraît que c'est plus trash sur certains points, l'original. Il y a des affaires comme vraiment élevées.
Ouais, ben j'imagine qu'il y a quand même eu une certaine censure là, par rapport à Hollywood. Puis, tu sais, on va parler de Blumhouse cette semaine. Là. Blumhouse qui me fâche à chaque fois. Là. Mais, mais tu vois, j'imagine que Blumhouse aussi a mis son espèce de petit panneau censure là, sur le script. Parce qu'ils font toujours ça, là, à cette heure. Blumhouse, tu sais, t'as beau dire c'est un film 13 ans et plus pour violence, langage vulgaire, mais t'sais, il va avoir 2-3 gouttes de sang, puis on capote, là. Je trouve la censure, elle va fort ces temps-ci. Blumhouse, calmez-vous, là. T'sais, on est loin de Halloween, là. Tu sais, Halloween, là, c'était violent, là. Ils ont réussi à nous donner de quoi, quand même, de violent, puis de malade mental, mais là, dans les dernières années, c'était Christy. Je m'ennuie. Sincèrement, je m'ennuie dans les derniers Blumhouse. D'ailleurs, je suis allé voir, ben je peux en parler tout de suite, là. C'était vraiment pas fameux. Je suis allé voir la nouveauté d'il y a 2 semaines environ. Afraid. Version française, ça se nomme Terrifiant. Puis, je me doutais que ça allait être mauvais comme film, là. Je te l'avoue, là. Je suis allé vraiment une journée pas chère. Puis, je me suis vraiment emmerdé. C'est un film sur un AI. C'est John Cho là, qui joue un père de famille avec Catherine Waterstone aussi qui va jouer sa femme. Puis là, ils ont 2 enfants. Puis John Cho travaille pour une compagnie qui vont faire affaire avec justement une compagnie de jeunes là, qui vont concevoir un AI. Puis dans le fond, John Cho accepte de l'amener chez soi pour le tester, savoir si ça marche, si c'est bon. Fait que c'est une espèce de Siri, là, il amène ça chez lui, puis ou Google Home, là. Puis là, il l'installe, puis là, c'est toute une grosse patente, esthétiquement, c'est super beau. Mais là, le AI va prendre une voix de la vendeuse que John Cho connaît, puis tout, puis là, elle va vraiment être, intelligente, là. Fait que elle va aider chaque personne de la famille comme elle peut, puis ils vont tous vivre leur moment de excitation, puis t'es incroyable, t'es comme ma meilleure amie, tout. Puis là, au final, c'est. Mais tu sais, il a pas de meurtre, là. Il y a pas de. Il y a rien d'effrayant dans le film. Fait que le titre du film porte vraiment pas bien son nom, là. Tu sais, il y a rien de terrifiant. Moi, j'ai pas eu peur du tout. Il y a pas de saut. Tu sais, là, c'est le AI qui perd le contrôle, puis qui devient meurtrier, mais c'est. Il y a même pas de. Techniquement, il y a même pas de meurtre là, à l'écran. Là. On voit rien d'effrayant. Fait que je me suis vraiment emmerdé. Je trouvais ça plate. Mais tu sais, c'est une version un peu de La Maison du Futur. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Non. C'est un film. Tu peux le voir sur Disney+. C'est comme un genre de téléfilm Disney, là. Tu sais, c'était pour la famille, là. C'est pas sanglant, là, comme film, mais c'est. Il y a eu un spécial Halloween des Simpsons sur ce film-là, où est-ce que la maison est comme rénovée, puis c'est comme une maison du futur, où est-ce que le AI est dedans, puis là, ça t'aide avec je sais pas, les travaux ménagers de la maison, peu importe. Puis là, elle devient vraiment méchante à la fin, puis là, c'est le bordel. Ouais, Mais tu sais, dans les Simpsons, elle veut tuer Homer, là, c'est Pierce Brosnan qui fait la voix, puis en tout cas. C'est 2001 aussi, là. Oui! Mais tu sais, Blumhouse aurait pu faire un film, un remake de La Maison du Futur, là. Ça aurait été écœurant, là, avec du sang et tout le kit. Mais là, ce film-là, Afraid, là, terrifiant, c'est non. Écoutez pas ça, c'est vraiment mauvais. Ça m'a vraiment ennuyé à fond. Donc là, quand je suis allé voir Speak No Evil, qui en français se nomme Ne dis rien. Donc, shut up. Shut the fuck up. Puis, je suis allé voir ça avec un pied quand même de recul. Mais c'était vraiment bon. Ça m'a vraiment tenu en haleine. C'est sûr que c'est un bon thriller. En tant que film là, solo aussi, si je compte pas le fait que c'est un remake là, américain, je trouve que c'est un bon film, un bon thriller. En fait, c'est James McAvoy qui avec sa femme en voyage en Italie. Puis, ils vont rencontrer un couple avec leur fille. Puis ils vont quand même bien s'assembler. Là. C'est
c'est 2 couples avec un enfant chaque. Tu sais, James McAvoy, il y a un garçon là, avec sa femme. Fait que du même âge, tu sais, que la fille des autres. Donc là, ils vont quand même bien s'assembler. Puis quelques semaines après, tu sais, eux, l'autre couple, ils viennent d'emménager à Londres. Fait qu'ils sont un peu, perdus là, dans la nouvelle place où est-ce qu'ils vivent. C'est des Américains. Puis là, James McAvoy va les inviter à leur ferme, qui sont dans un village là, éloigné. Puis ils vont décider d'y aller. T'sais, c'est un week-end avec des inconnus qui viennent de rencontrer. Ça fait pas si longtemps. Puis là, ils disent ça va nous faire du bien de s'évader de notre stress quotidien et tout. Puis c'est un couple qui vit quand même déjà des frictions et tout. Puis tu sais, James McAvoy, t'as écouté Split. Tu sais, il est bon dans les, les faces quand même terrifiantes. Il est bon dans le jeu d'un gars vraiment weird qui, tu sais, on est comme, Christian, je peux-tu y faire confiance? Puis il joue exactement ça super bien dans Speak No Evil. Un gars vraiment, tu sais, il a l'air fucké, là. Tu sais, tu verrais ça dans la vraie vie, tu voudrais pas aller chez eux, là, un week-end. Mais, tu sais, il se fait chummy avec le nouveau couple. Puis là, ils vont découvrir effectivement que c'est pas. Les apparences sont souvent trompeuses, Ben. Puis c'est ça, il va comme commencer à brasser son kid. Puis là, il y a des secrets que tu vas découvrir au fur et à mesure que le film roule. Puis c'est ça, ils veulent s'enfuir, mais ils pourront pas, Ben. Ils pourront pas s'enfuir. C'est la folie. Oui. Tu parlais de Split, puis quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, je savais que M. Night Shyamalan, il y avait un film qui s'en venait, puis je pensais que c'était un film de M. Night Shyamalan, justement. Puis c'est pas le cas, là, mais ça a l'air de ça pareil. Ben, écoute, ça aurait pu, tu sais, c'était dans la vibe, tu sais, à la fin, il y a comme un gros punch final. Mais je te dirais que, tu sais, au niveau du scénario, je voyais venir quand même, tu sais, on le voit venir, on le sait que James McAvoy va être le méchant, tu regardes la fiche du film. Tu sais, c'est James McAvoy qui est là. Tu sais, je veux dire, tu le sais, là, qu'il y a de quoi qui se trame. Puis juste en regardant l'annonce, tu sais, je veux dire, dans l'annonce, tu vois tout, tu vois, tu sais, c'est pas le fun dans ce temps-là, mais ça reste que le film est quand même divertissant, tu sais, puis en n'ayant pas vu le film original danois, ben, je savais pas c'était quoi la fin, tu sais, le punch final, je savais pas c'était quoi. C'est un bon punch final. Mais tu sais, c'est un film, c'est un bon thriller, comme je disais. Là. Puis moi, ça m'a rappelé Stroke Dogs. Je t'en ai parlé quand même il y a pas si longtemps. Là. J'avais regardé l'original, qui ont fait aussi un remake américain. L'original, c'est avec Dustin Hoffman. Puis c'est comme un couple qui s'établit à une nouvelle place, puis ils se font harceler là, par des boys de cette place-là, tu sais, très campagnard et tout. Puis, tu sais, la femme dans le couple, elle vivait là quand elle était jeune. Fait que, tu sais, c'est comme un retour aux sources un peu qui va mal. Mais là, dans ce film-là, c'est un peu le même genre de thriller. Tu sais, c'est une famille qui est dans un terrain inconnu. Où est-ce que là, ils vont se faire harceler là, par des amis. Mais j'ai aimé ça. Tu sais, c'est un scénario qui tient la barre, mais il sera pas dans mon top 10 de l'année, là, ça c'est sûr. Mais je suis très curieux de voir l'original. Je sais pas d'ailleurs où est-ce que je pourrais le voir. Je sais pas. Il est peut-être sur Shudder, mais je checkais ce genre sur Letterboxd puis je trouvais pas. Fait que je sais pas. C'est ça, il est comme disparu de la surface de la Terre. Ouais. Speak No Evil. C'est le même titre pour le remake que l'original. Mais l'original, il doit avoir. Non, c'est Speak No Evil. Je sais pas s'il y a un titre danois. danois. Tu peux-tu me donner le titre danois? Récite-moi ça. Ben, non, mais j'essaie de voir, mais... Ah, c'est correct. Veux-tu connais avec Kinds of Kindness? C'est juste écrit Speak No Evil, il n'y a pas de titre danois. Allez voir ça, Speak No Evil au cinéma dès maintenant. Veux-tu connais avec Kinds of Kindness? On peut aller avec Kind of Kindness. Je pense que c'est le 6e long métrage anglophone de Yorgos Lanthimos, ou 5e à peu près. Je crois aussi.
c'est un film. À mon avis, c'est son moins bon anglophone. Mais c'est pas que c'est un film qui est moins bon, c'est que c'est un film qui est un film d'anthologie. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup de misère à rentrer dedans. Je pense que c'est normal. Puis je pense qu'il faut, pour l'apprécier Son comme du monde, il cinquième. faut savoir. Son cinquième. Ben, je sais pas- pas si Lobster, c'était-tu américain? Non, mais c'est anglophone, pareil. Tu sais. Ah, c'est C'est pas anglais. en grec. Là. Ses premiers, c'est des films grecs, là, en grec. Là. C'est ça. Mais ce Cats of Kindness, pour l'apprécier comme du monde, il faut savoir que c'est un film d'anthologie où est-ce que c'est trois histoires. En fait, c'est tous les mêmes acteurs, mais qui vont jouer des personnages différents dans trois histoires différentes, sauf un personnage qui va revenir, qui a un lien à faire que moi j'ai pas compris encore. Il faut que je le réécoute parce que ben, tu sais, c'est bien de la philosophie, ces affaires. C'est aussi, le... c'est le mystère hein, du film. Ouais. C'est... Puis tu sais, c'est trois histoires qui sont différentes, mais qui sont vraiment intéressantes parce que tu vas chercher la vibe un peu fucking weird de Yorgos Lanthimos qu'on est habitué. C'est vraiment froid. C'est des personnages qui se parlent comme avec une distance qui est étrange. Le premier film, c'est comment il s'appelle le chum de Kirsten Dunst là? Il a gagné le prix à Cannes. C'est Jesse Plemons. Jesse Plemons, qui joue un genre de gars que sa vie est contrôlée par Willem Dafoe, puis lui il dit tout quoi faire, puis tout ce qui se passe, c'est comme si lui c'était Dieu, puis il crée la destinée, puis il dit là faut aller parler à telle personne, puis là il crée des couples comme ça. Puis à un moment donné il se rend compte que hey, il veut que je tue telle personne, mais genre ça me tente pas de le tuer. Fait que qu'est-ce que je fais, t'sais? Fait que là c'est tout le jeu de est-ce que je peux défier ma destinée par rapport au gars qui décide pour moi ou tout ça, puis là il s'est comme mettre de côté, ça c'est vraiment intéressant. Le deuxième c'était quoi non? C'était... en fait, c'est... Ben, en fait, faut préciser, là, les trois histoires portent sur la dévotion humaine. Fait qu'il y a Ouais, toujours une espèce d'esclave à travers un maître de cérémonie. Ah oui je me rappelle, ouais. Puis ça, c'est ce que je trouvais vraiment fascinant. C'est sûr que, tu sais, tu regardes la première histoire, puis ça commence vraiment punché, puis c'est incroyable. Puis plus on avance, puis plus les histoires sont moins intéressantes, je trouve. Mais ça reste que c'est un ensemble vraiment qui se tient, puis qui est le fun à regarder. Mais le deuxième, c'est Ouais, c'est que sa femme. Jesse Plemons. Ouais, c'est ça, je me rappelle, ouais. C'est ça qui est un policier. Ouais. Puis là, tu comprends pas trop au début. Tu penses que sa femme est comme décédée, mais dans le fond, elle est juste disparue. Parce que son bateau de croisière est comme coulé. Puis je pense que c'était sur une mission là, dans les fonds marins. Là, c'est une plongeuse et tout. Puis il la retrouve. C'est Emma Stone qui va jouer sa femme qui revient, dans le fond, d'entre les morts, si tu veux. Là. Il la retrouve sur une plage. Puis là, lui, il va se rendre compte qu'elle est différente. C'est, tu sais, elle mangeait pas de chocolat, là, elle tripe sur le chocolat, elle veut du chocolat. Elle connaît pas sa chanson favorite. Puis là, t'as toujours la face de Jesse Plemons qui est vraiment fuckée, là, qui est comme, c'est pas ma femme. Ah, puis il Puis, vit fou. oui, puis tu sais, comme, admettons, ses pieds sont rendus plus grands. Fait que là moi, je me disais, ah, fuck, c'est un truc d'alien, tu sais, c'est Ben, intéressant. ça ressemble à Annihilation un peu, hein, c'est ça. Exact. Puis, mais ce qui est le fun avec Yorgos Lanthimos, c'est que, tu sais, on dirait on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ce qu'on voit à l'écran. Tu sais, dans le sens que l'histoire, elle peut avoir aucun sens à la fin. Puis, tu t'en fous parce que les acteurs sont tellement incroyables que tu te dis, Christy, c'est juste bon, tu sais. Mais moi, je voyais ça, là, l'anthologie, ben, je trouvais que pour mettre un peu là, une petite idée là, dans la tête des gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez écouté Black Mirror sur Netflix, ça ressemble un peu à ça. Black Mirror, tu vas avoir toutes sortes d'acteurs même qui vont revenir parfois dans d'autres moyens métrages. Là. C'est souvent des métrages de 50 minutes, 1 heure. Fait que pis c'est toujours des histoires vraiment intéressantes, mais qui incroyables. Science-fiction, puis ça peut aller dans l'horreur, ça peut aller dans l'humiliation. C'est vraiment des histoires. J'ai pas tout écouté, là, les Black Mirror. Là. Je suis rendu, je pense, à la saison 2. Mais c'est vraiment incroyable comme série, parce que c'est juste une série sur des moyens-métrages. Puis je trouve que Kind of Kindness, c'est ça. C'est comme 3 moyens-métrages qui te racontent juste une histoire de la dévotion humaine par rapport à la soumission du monde. Je sais pas trop comment le dire, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je trouve la deuxième histoire, c'est la plus compliquée de toutes, là, que tu vas te poser des questions, tu te dis, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui... Tu sais, la troisième histoire, c'est une secte, dans le fond, fait que ils recherchent comme l'élu
qui va pouvoir ramener les morts à la vie. Qui va ramener le mort qui est supposé tuer dans le premier film, puis là il est comme mort, mais là Oui, il c'est veut ça. mourir, puis tout ça, puis c'est quand même vraiment intéressant de cette manière-là. C'est ça, c'est comme. Il y a comme une liaison à faire avec les trois histoires, mais c'est comme un multiverse, tout ça. C'est t'as Willem Dafoe qui. Il est tout un astique de personnage incroyable. Là, Mais tu sais, Willem Dafoe dans le deuxième, ça aurait juste un père ordinaire qui fait rien. Puis c'est rare que tu vois Willem Dafoe faire quelque chose d'ordinaire. Il a toujours été un asti fou. Là, c'est vrai, ben tu sais, il joue un père sévère en plus qui est comme. Ouais. Non. Mais tu sais, c'est. Willem Dafoe. Incroyable. Puis, mais je le conseille, c'est la nouveauté sur Disney Plus là en ce moment. Oui. Puis, mais c'est le fun aussi, tu sais, quand tu regardes Poor Things, c'est un gros film à grand déploiement quand même, avec beaucoup d'effets et tout ça, tandis que là, c'est vraiment des petites histoires de très peu de lieux, puis c'est juste un petit groupe d'acteurs qui sont extraordinaires. T'sais, Emma Stone est toujours génial avec Yorgos, puis en général aussi. T'sais. Margaret Qualley elle est géniale aussi, je la connaissais moins, on a tous un petit rôle, mais là, elle a comme plus de place, puis elle est vraiment bonne. Hein. C'est vrai. Ben oui, puis tu sais, c'est un film que, comme on disait, tu sais, faut pas se casser la tête, tu sais, faut juste vivre le moment, regarder le film, puis tu sais. Puis après ça, tu y passes. Pense-y Oui, pas c'est pendant ça. le film, Après ça, c'est tu y réfléchis, tu dis, ok, c'était peut-être pas de la gentillesse, finalement. Ben j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Puis d'ailleurs, il y a Poor Things qui est aussi sur Disney+. Tu peux voir ce film-là. Son meilleur film, à mon avis, c'est Dogtooth, qui est un film grec 2009, je pense. Là, mais c'est extraordinaire. C'est fucké. Ouais, là, quand mais même c'est dur à trouver celui-là ou sur YouTube. Il est peut-être sur YouTube. Je vais regarder, là, mais. Moi, j'en ai en Blu-ray, mais je pense qu'il vient de loin. Dogtooth. Peut-être qu'il était sur Canopy un moment donné. Ah, Canopy. Mais vois-tu, il est pas sur un streaming en ce moment. Si vous êtes capable de le trouver, là, ça vaut la peine, c'est génial. Là. Je suis. C'est ça. J'ai adoré, moi, Kind of Kindness. Mais comme je disais, c'est ce film-là que j'ai de la misère à le mettre dans mon top 10 parce que je me dis. C'est sûr que c'est pas mon meilleur de 2024. T'sais. Puis. Tu sais, j'ai eu le plaisir à le regarder, mais j'ai pas eu le fun. Tu sais, mettons un fun comme j'ai eu avec Beetlejuice. Je l'ai pas eu avec Kind of Kindness parce qu'il y a quand même une certaine. Ben, moi, il y a un certain. Je sais pas, un écart entre toi et le film. Là, c'est t'sais. juste à cause de l'anthologie, à mon avis, je pense. Parce que vu que l'anthologie, c'est que t'es toujours à recommencer, donc t'es jamais vraiment trop entré. Parce que quand t'arrives à 45 minutes, ben là, tu ressors puis tu recommences. Fait que t'es pas dans l'histoire constamment, donc t'es moins investi. T'sais. Tu sais, comme tu disais, Poor Things, c'était de A à Z, une histoire incroyable, tu sais, sur un personnage qui évolue dans le monde dans lequel il est né, tu sais. Mais je trouve peut-être, tu sais, le premier moyen-métrage de Death of RFM, ouais. Ça aurait pu être un film de 2h45 sur cette histoire-là, tu sais. Ouais. Puis on aurait pu aller explorer même les autres thèmes des autres moyens-métrages sans nécessairement, comme justement, faire l'anthologie, là, comme tu dis, là, des personnages. Ça aurait peut-être été plus facile pour nous, pour le public, pour les spectateurs, de s'identifier peut-être aux personnages. Ou... Mais c'est que ça devient un exercice de style aussi, plus qu'un film en soi. Ben, tu sais, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. C'est moi, je l'ai mis 4e à date dans mon top 10. Oh! Ça restera pas là. En tout cas, j'espère que ça restera pas là. En tout cas. Mais tu sais, ça reste aussi du Yorgos Lanthimos. Ouais. Qui a gagné, tu sais, pas mal d'Oscars aussi. Pas mal de prix un peu partout. Ouais. The Favorite aussi est sur Disney+. Regardez ça. Oui, ça vaut la peine. C'est très très bon. Tout ce qu'il a fait, c'est bon. À part, mettons, il y en a un que j'ai pas aimé, c'est Kineta. Qui est son premier. Ouais, ça j'avais vu. Je l'ai pas vu, là, mais j'avais vu que tu l'avais pas aimé. J'avais pas aimé ça, c'est comme vraiment trop weird. Là. C'est comme un film sur un film, là, puis c'est comme non. On parlait d'un film qu'on n'a pas aimé, puis aussi de Margaret Qualley. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Margaret Qualley qui a été quand même découvert avec Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Elle jouait l'espèce de hippie qui s'en va charmer Brad Pitt avec ses pieds puis toute l'équipe. Puis une actrice quand même à surveiller, je pense, parce qu'elle est quand même elle grimpe. Elle a joué dans Kind of Kindness.
Elle jouait dans Puis une là, série dans télé un aussi, c'est film... Maid aussi, je pense qu'il a bien marché sur Netflix, là. La série. Oui, c'est Maid, vrai. avec sa mère. C'est vrai. Puis là, ben... On a regardé un film sur Prime Video cette semaine. Très, très, très déçu. Très déçu. Ouais. Parce que c'est le premier film de Ethan Coen en solo. Je pense qu'ils vont revenir, de ce que j'ai entendu. Si je me souviens bien, ils vont revenir ensemble faire un film, là, je suis pas sûr. Mais Ethan Coen, c'est un des deux frères Coen. C'est un film qu'il a scénarisé avec sa femme, Trisha Cook, puis ça apparaît. Parce que dans le fond, sa femme, Trisha Cook, c'est une lesbienne. Puis, ben, ils sont encore mariés, mais elle, c'est une lesbienne. Fait que, tu sais, genre, ils font Ah, des ok, affaires. elle a changé de bord en route. Oui, c'est ça. Mais ils sont encore mariés. C'est juste qu'elle est rendue lesbienne, puis elle fait ses affaires, mais ils sont mariés encore, puis ils s'entendent bien, tout ça. Ils travaillent D'accord. ensemble. Puis le film parle de ça aussi, c'est comme un peu la découverte Ouais. d'être Ben, lesbienne. on parle puis- de... on va juste dire le Ouais. titre du film. On parle de Drive Away Dolls. Oui. Donc, de Ethan Coen. Puis tu sais, je trouve que le film a tout d'un film des frères Coen dans le sens que t'as un genre d'erreur sur la personne, t'as une poursuite sur quelque chose, tu sais, la recherche. Absolument, c'est de l'argent, mais là c'est plus ou moins de l'argent. C'est comme s'ils pourchassent quelque chose qui vaudrait de l'argent, mais comme plus politique, mettons. Ouais. Puis dans le fond, c'est Margaret Qualley qui joue une fille qui aime coucher avec plein de filles. Puis là, t'as juste l'ami de sa blonde avec qui Ouais. elle trompe avec d'autres amis. Qui Là, est ils joué s'en vont par faire. Géraldine Viswanathan. Je sais pas si j'ai massacré son nom. Puis- Moi, je l'avais juste vu dans un film avant, le Blockers. Non, moi, je la C'était les connaissais pas. parents... des parents, dans le fond, qui voulaient surveiller leur fille qui allait au bal de finissant pour pas qu'ils couchent le premier soir, je pense. Puis là, c'est John Cena qui surveille sa fille puis tout, là, avec deux autres parents. Elle a joué aussi dans un film romantique là, qui a quand même fait pas mal jaser, de Broken Heart Gallery. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si tu connais. Sinon, elle a fait d'autres films là, un peu. Là. Je connais pas trop. Donc, elle aussi, elle joue une lesbienne. Ben, elle joue une lesbienne qui devient lesbienne. Ben, en fait, non, ce n'est pas lesbienne, mais elle se découvre un peu, puis tu sais, elle se rend compte que quand elle était Ouais. jeune, ok, mais tu sais, tu vois des images qu'elle checkait de Madame tout nue, puis t'es comme, oh wow, ok, puis plus que ça avance, plus qu'elle va s'assumer un peu, puis c'est un peu ce cheminement. Tu sais, le personnage principal, c'est elle, à mon avis, puisque toute l'arc tourne autour de ben, se découvrir puis s'accepter. Ben, tu sais, son amie, qui est Margaret Qualley, elle va l'aider dans son cheminement aussi, tu sais. C'est ça. Elle va un peu la forcer, là, mais... Puis c'est un film qui est. Ben, ça a tout d'un film des frères Coen, comme je te disais, sauf la magie qui fait que c'est bon. Les dialogues sont bons pareil, mais c'est comme flat. Puis je suis comme. Ouais. On s'en fout Ben, de l'histoire, moi- c'était pas intéressant, je trouvais. Moi, au début, tu sais, je trouve les 20 premières minutes sont vraiment bonnes. Tu sais, j'ai rentré dans le son, puis là, je me disais, Chrissy, comment ça, Ben, il a pas aimé ça, tu sais, me semble, parce que je l'ai vu après toi, puis... Tu sais, je me disais, comment ça que Ben n'a pas aimé ça? Tu sais, c'est bon, c'est drôle, tu sais, je sais pas où ça s'en va comme histoire, mais tu sais, c'était intéressant quand même, puis je trouvais justement que ça... Tu sais, il y avait toute l'esthétique aussi des frères Coen, puis il y avait le concept était bon, tu sais, au début du film. Mais ça, c'est vrai que, tu sais, l'histoire plonge dans une histoire déjà vue des centaines de fois, puis tu te dis, c'est ça qui est long un peu, puis ça, y a comme pas de fin non plus à cette histoire-là, dans le sens que, tu sais, tu te demandes où est-ce que ça va mener tout ça, puis on laisse un peu passer, je trouve, le concept, justement, du lesbianisme, là, de cet univers-là, à cette époque-là, parce que ça se passe à la fin des années 90, fait que, tu sais, c'est une autre mentalité aussi, mais, tu sais, on laisse passer, je trouve, ce concept-là, pour mettre place à une histoire, justement, de vol, puis de pourchasse, de poursuite, puis, tu sais, dans l'action, là, en parenthèse, là, mais je trouve que ça affaiblit le scénario, puis moi, je me suis ennuyé, tu sais, dans tout ça. Après les 20 premières minutes, je me retrouvais plus dans le film, là, tu sais, j'étais comme, tu sais, je l'écoute pour l'écouter, puis that's it. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, la plupart des films qui m'ennuient, puis que je suis pas capable de finir, là, parce que ça m'a duré comme une éternité, là, ce film-là, parce que C'est je me... juste 1h20 à peu près le film. c'est pas Oui. long. Puis tu sais, la plupart des films qui m'ennuient, qui sont vraiment pourris, durent tous en bas d'une heure et demie, puis je suis comme, tu sais, que j'ai le goût de me tirer une balle. Mais, je le ferai pas, Ben. Mais, tu sais, moi, je suis un amateur de films qui durent long, là. Tu sais, les films épiques, là, qui durent 3 heures, 3 heures et demie, j'adore ça, puis, tu sais, amenez-moi ça, mais faut que l'histoire se tienne, là, tu sais.
Ouais. Puis, il y a un propos politique aussi intéressant, pareil, parce que tu sais, ils font un road trip, puis ils s'en vont vers Tallahassee, en Floride. Puis la Floride, c'est un état qui est très conservateur, puis ils ont parlé des gays, justement, dans le film, puis un peu toute cette crainte-là. Puis, dans le fond, ils ont des dildos qui appartiennent à Matt Damon, que c'est genre la forme de leur pénis des politiciens, puis tout ça. Puis c'est ça, la chasse à l'homme, un peu à travers ça. T'sais. Puis Matt Damon, c'est ça, c'est le sénateur ou le gouverneur de la Floride, là. Je me sais plus trop. Ouais, le gouverneur. Fait que tout ça, t'sais. Mais ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai aimé, t'as une petite apparition de Pedro Pascal au début du film. Ouais. Puis ils font un hommage un peu à son personnage dans Game of Thrones, là, ça j'ai aimé ça. Game of Thrones, saison 4, épisode 9. Si vous avez écouté ça, écoutez ça. Puis c'est dans le même genre de film, moi j'irais sur. Tu sais, Love Lies Bleeding, j'ai trouvé que c'était meilleur. Puis c'était semblable quand même. Tu sais, c'est un film sanglant, c'est un film sur les lesbiennes, c'est un film sur. C'est le genre de road movie aussi, là. Tu vois ce que j'ai pas aimé aussi, ben ce qui m'a un peu déçu de Driver with Doll, c'est le fait que. Tu sais, on dirait qu'il a voulu aller rechercher un peu le scénario de Big Lebowski. Ouais. Pis tu sais, de Big Lebowski, tu l'écoutes, pis tu sais, c'est pour les stoners, là. Tu sais, je veux dire, si tu viens de fumer un bat, t'écoutes de Big Lebowski, tu sais, ça va être hilarant comme film. Puis il est hilarant même si t'as pas fumé, là. Mais, dans le sens que Drive Away Dolls, il essaye aussi une espèce d'effet, exercice de style avec la musique, les images qu'on voit, mais. C'était pas réussi, ça. Tu sais, je sais pas à quel point, tu sais, il est allé. Tu sais, on va vraiment dans le phénomène, tu sais, film de bat, là, tu sais, film de bat. Tu sais, toutes les séquences psychédéliques, je trouvais que c'était moins réussi que Big Lebowski, que ça fait quoi, 20, quasiment 30 ans que c'est sorti, là, tu sais. Ouais. Je trouvais ça cheapette un peu les images, tout ça, là. Bizarre. C'est ça, moi aussi, tu sais, on dirait. Ben, peut-être qu'il essayait justement de. Tu sais, on est à la fin des années 90. C'est-tu une suite, mettons, de Big Lebowski? Est-ce qu'il essayait de faire justement un film qui continue l'espèce de ton de Big Lebowski? J'ignore, Ben. J'ignore ça. En tout cas, on va juste espérer qu'ils reviennent ensemble puis qu'ils fassent encore des bons films, là, parce que là, c'est décevant. Mais qu'est-ce que tu penses qui gâche le film, mettons? C'est-tu le fait justement qu'il ait travaillé avec sa femme, seul, sans son frère, ou ben... Parce que la réalisation est bonne, tu sais, Ethan Cohen, il en a pas... je pense qu'il en a réalisé moins que Joel. Mais, ben, Joel, il en a fait un. Ah, tu parles en termes de... avec les frères ensemble, là? Ouais, les frères. Mais je veux dire, la réalisation, c'est plus Joel qui réalise, tu sais. Non, c'est les deux, sauf qu'au niveau du scénario, au niveau du générique, je pense que Joel est crédité comme réalisateur, puis Ethan comme producteur, mais les deux réalisent ensemble. C'est ça, absolument, c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui gâche le film, à mon avis? Ben, c'est un film qui manque de magie. Je pense que c'est juste ça. Là, parce que l'histoire aurait pu être intéressante, c'est quand même drôle. C'est assez osé puis assez sexuel comme film aussi. Là. Wow! Il manque quelque chose, il manque du piquant quelque part. C'est comme du déjà vu, puis c'est ce que j'ai pas aimé. C'est dommage. Très dommage. Mais écoutez, si vous êtes intéressé sur Prime Video, sorti sur Prime, écoutez ça. Absolument. Sinon, moi, ça fait le tour pour mes nouveautés. Moi, il me reste un film. 2 films. Vas-y. 2 films. Je t'écoute. Je vais commencer avec... j'étais à la Cinémathèque cette semaine. J'étais allé voir The Mirror de Andrei Tarkovsky. C'est un film que je peux pas trop en dire parce que c'est ben trop compliqué. Puis, je sais pas si t'as déjà vu du Tarkovsky un petit peu. Moi, j'avais vu Stalker avant. Puis, c'est pas mal. On le voyait pour vrai, je pense que j'en ai vu aucun complet. Tu sais, j'ai vu des extraits, j'ai vu des scènes là, incroyables, mais j'ai jamais vu un film complet de Tarkovsky. Ben, tu sais, Tarkovsky, il s'inscrit un peu dans les grands cinéastes comme Bergman, comme Kurosawa. Takamo, c'est 3 cinéastes qui vont faire des films un peu semblables, mais des très très grands films, puis il y en a très peu qui rejoignent ça. Faut pas que tu sois fatigué là, quand tu commences un plan film. Dans le fond, celui que je suis allé voir, c'est The Mirror, qui date de 1975. Puis dans le fond, c'est un homme dans la quarantaine il découvre qu'il a un cancer, puis il va comme plonger dans une introspection, puis il va revisiter un peu sa vie, mais c'est comme un peu l'histoire de la Russie à travers tout. Fait que c'est comme juste des genres de souvenirs, puis il n'y a pas tant de ligne directrice. Fait que c'est pour ça que j'ai pas tant compris non plus. C'est un film qui est tellement dense, puis tu sais, c'est très poétique aussi, donc je peux pas expliquer ce qui se passe parce que je pense qu'il faut que tu le vives. Puis ce qui est dur avec Tarkovsky, c'est que c'est pas des films très émotifs, tu sais, c'est vraiment plus
tu regardes l'écran puis tu le vis, mais tu sais, t'es pas embarqué tant C'est que ça non plus. contemplatif. Là. Ah, c'est ça, tu sais, t'es pas impliqué émotivement dans le film, tu sais, t'as pas de la peine pour le gars, là, tu sais. Fait que c'est un peu dur d'écouter, ça, mais c'est bon. Je pense on l'identifie un peu plus avec, admettons, Terrence Malick. Là. Oui, je pense que oui, C'est absolument. des films qui absolument. vont être plus contemplatifs dans, Ouais, absolument. dans le paysage plutôt que dans le script. Là. Mais tu sais, je pense que si tu connais un peu l'histoire de la Russie, tu sais, tu tombes, il parle beaucoup de Dostoïevski, puis de tout ça, puis de la guerre, puis tu sais, l'aspect de la guerre est très 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 présent aussi, puis du monde qui meurt, puis tout ça, tu sais, mais puis aussi l'affaire c'est que, tu sais, à la Cinémathèque, il y a peu de pente dans le cinéma, tu sais, c'est très appelé. Puis au Ouais. début, j'étais comme, ah, il y a une petite malade devant moi, j'ai comme pogné le jackpot. Finalement, elle avait une tête devant elle, fait qu'elle s'est tassée, fait que là, je me suis ramassé avec une tête devant moi. Fait que tout le long, j'avais une tête devant les sous-titres, fait que là, fallait que j'essaie de me non. tasser et pour essayer de c'est- comprendre le russe, mais tu sais, j'ai compris à moitié. Fait que... Prochaine fois, amène-toi un banc comme Ouais. un espèce de coussin. Mais j'y retourne jeudi voir le sacrifice de Tarkovsky aussi. Oh. Fait que j'espère que ça va Sais-tu être bien. dans Miroir qu'il y a, il y a une scène là, quand même assez incroyable, un feu là, en forêt. Il y a comme une maison Ça, c'est dans la forêt. c'est dans le sacrifice. Le sacrifice, ok. Parce que dans le miroir, Très c'est belle la... scène, Tu ça, j'ai adoré. sais, la scène dans le miroir, on l'avait vu au cégep, c'était dans une maison, puis là, le toit, il y a comme de l'eau, puis le toit s'écroule un peu avec de l'eau. Là. Ça, je me rappelle qu'on l'avait vu au cégep. C'est loin. Ouais. C'est loin dans mon Ouais. souvenir. Mais à un moment donné, là, je me ferai je me ferai une séance, là, Tarkovsky. Ben écoute, Stalker, là, c'est vraiment très très génial. Stalker, c'est incroyable. Ça, je te conseille. C'est un genre de film de science-fiction philosophique. Ça dure 3 heures, puis tu te laisses embarquer là-dedans. Puis c'est le film justement qui a tué Tarkovsky, puis qui a tué beaucoup de gens dans l'équipe parce qu'il tournait dans une zone radiée. Puis ils ont comme re-shooté 3 fois parce que la pellicule était comme moffée, puis ça a pas explosé comme du monde, puis tout ça. Tabarnak. Fait que c'est un film qui a été problématique. Puis Tarkovsky est mort d'un cancer à genre 48 ans parce qu'il shootait dans une zone radiée. Justement. Ça, c'est de se donner à fond pour son art. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle se donner corps et âme. En tout cas, The Mirror, ben, je vous le conseille, c'est 1h40 à peu près, puis c'est un film compliqué, soyez en forme, Ouais. mais c'est un film... Tu sais, je pense que si on l'approfondit après, on lit, puis on check des vidéos, c'est un film qui va être vraiment, vraiment intéressant à découvrir. Je vous le conseille. Ah, incroyable. Ah, t'en as-tu d'autres ou... Non, moi, Ok, j'ai terminé. ok. Ok, ben sinon, j'ai mon dernier film que j'ai regardé cette semaine, qu'on va projeter à Cinémathèque, pas à Cinémathèque, à Cinémasca, dimanche prochain, le 22, qui Yes. s'appelle La Gamique de Jacques Godbout. Mm. Jacques Godbout, qui était un grand intellectuel au Québec pendant la Révolution tranquille. Il a écrit des romans. Il a écrit genre 30 quelques romans. Puis il a fait Christ. beaucoup de films aussi avec l'ONF. Puis La Gamique, c'est en 74. C'est un film de gangster. Tu sais, en 74, t'as beaucoup ça aussi. T'as le parrain qui arrive. T'as un peu de Ouais. Scorsese, Main Street, c'est 73. Tu sais. Fait que La Gamique, c'est un film de gangster québécois. Puis dans le fond, c'est Chico, qui est joué par Marc, je me souviens plus trop quoi. Chico. Excusez-moi, Marc, en tout cas. Marc Messier. Non, mais je me souviens plus, je me suis marqué quelque chose. Puis Chico, dans le fond, c'est un petit bandit qui veut faire sa place dans le monde de la pègre montréalaise. Puis là, il entend qu'à New York, il y a comme un gars important que personne n'a les couilles d'aller le battre. Fait que lui, il débarque à New York, il va le descendre, puis il revient à Montréal. Puis il pensait qu'elle allait faire son nom à cause de ça. Finalement, ben, ceux de Montréal, ils veulent rien savoir. Puis t'as les gens de New York qui débarquent. Fait que là, c'est comme la chasse à l'homme à travers tout ça. Ah. Puis là, tu sens un moment donné qu'il est comme pris au pied du mur, puis là il appelle genre des lignes de nouvelles pour donner toute l'information de la mafia puis des affaires comme ça, fait que là c'est comme toute la chasse à l'homme à travers ça. Colin. Puis Excusez, j'ai eu un appel. ben c'est ça, tu sais. C'est un film de gangster intéressant parce qu'au Québec des films de même, surtout les années 70 j'imagine, ça existait pas, tu sais. Puis je lisais un peu sur Jacques Godbout qui disait, tu sais, lui il s'inspirait beaucoup de Sam Peckinpah. T'as pas la violence, il y a pas de sanglant, c'est pas sanglant rien. Mais tu sais c'est vraiment un film de gangster typique puis ça suit les codes du film de gangster. Ah ouais. Tu sais. Puis visuellement aussi c'est intéressant parce que ça se passe à Montréal, donc t'es dans la vraie ville de Montréal, tu te promènes, c'est vraiment intéressant. Puis le film est comme flou aussi au niveau du temps. Tu sais, t'as beaucoup d'ellipses. Caméra à l'épaule, là. Quand même, ça bouge pas mal, loin. Ouais. C'est intéressant. Fait que c'est ça. Film intéressant, c'est un film de l'ONF, ça vous tente. Puis on le projette à Cinémasca la semaine prochaine avec Dorothée Berryman sur place. Qui a pas un gros rôle dans le film, mais elle a un rôle important parce que c'est elle l'élément déclencheur qui va comme faire en sorte qu'il va s'en partir après. Tu sais. Dis-en pas trop, Ben. Dis-en pas trop. En tout cas, je vous le conseille, c'est un film vraiment. Oh, attends, je vais rappeler. Mais c'est drôle. Vas-y, C'est drôle parce que. C'est drôle parce que tu parles d'un film de 1974. Puis moi, après Drive Away Dolls, j'ai regardé un film québécois
sur l'homosexualité. Puis, en fait, je l'avais jamais vu, mais c'est Il était une fois dans l'Est, d'André Brassard. Oh, André Brassard, oui. J'ai jamais vu celle-là. Puis, ben, en fait, c'est un film qui regroupe, c'est comme un mélange de pas mal de pièces de théâtre de Michel Tremblay. Oui. Fait que, tu sais, t'as un peu des Belles-Sœurs, t'as un peu d'Anne et Manon, Sacré Sandra, puis tu sais, puis à travers tout ça, ben, c'est comme une festivité dans un bar. C'est une soirée, là, comme une soirée pour célébrer l'homosexualité, là, dans un bar à Montréal. Puis, tu vas avoir justement des personnages qui vont interagir les uns aux autres. C'est sûr que, tu sais, on est moins dans Montréal, là, tu sais. T'es pas mal juste au bar, dans la maison, puis dans des petites pièces là, quand même. C'est très. C'est très huis clos là, comme film. Ce qui me déçoit un peu, c'est que ça paraissait un peu trop théâtral. Là, Ben, Michel Tremblay, ça. il est bon pour son dialecte. Là, le dialogue est incroyable. Puis c'est le joual aussi de l'époque. Je sais pas si. Ben, dans la gamique, j'imagine. Ça parle c'était ça quand aussi. même, Là, ouais. Ça parle avec l'accent québécois, puis on a hâte de devenir un pays, comme on dit. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il est toute une fois dans l'Est, je trouvais que ça on ressentait moins le niveau cinématographique, là, je trouve, du film. Tu sais, André Brassard, j'ai pas vu d'autres de ses films, là. Il en a fait 3. Il a fait Françoise Durocher, Waitress. puis Le soleil se lève en retard. Ok. 77. Je pense que l'attrait du film, justement, c'est vraiment Michel Tremblay. Ben, c'est ça aussi que je me dis. C'est un film que. Si vous aimez du Michel Tremblay, regardez ça. Il était une fois dans l'Est. Il est sur Télé-Québec. Ben, je sais pas, sur l'application Télé-Québec. Je sais pas s'il est là encore longtemps. Donc, Bon, ça doit se trouver quand même, genre sur YouTube. Ben, oui, puis c'est une remasterisation de Éléphant. Okay. Donc, Ok. un film de chez nous, fier québécois. Absolument. Regardez ça. C'est ça. Ça fait le tour cette semaine. Ouais. Très grosse nouveauté. Très quoi? bonne nouveauté aussi. Tu regardes quoi la semaine prochaine, toi? Ben, je vais aller voir Le Sacrifice. Oh! Demain, parce que là, il y a le répertoire qui recommence à bel oeil. Puis demain, le film, c'est Dali de Quentin Dupieux, là, sur Salvador Dali. Ah oui. Si j'ai le temps, je vais peut-être y aller. Puis je voulais regarder I Saw the TV Glow aussi de A24 que j'ai acheté. Fait que, il paraît que c'est très bon. Des bonnes critiques, ce film-là, quand même. C'est ça, j'ai hâte de voir. Colin. Semaine prochaine, je vais avoir un volet documentaire. Il y a beaucoup de documentaires là, que j'ai regardés sur des acteurs, des réalisateurs. Puis là, je suis en train de regarder la mini... Ben, c'est une mini-série de 10 épisodes là, sur les Bulls de Chicago sur Netflix. Ça s'appelle The Last Dance. Je sais pas si tu l'as vu. Tu l'avais-tu vu? Non, j'ai pas vu encore. Il faudrait, puis ça a l'air bon. C'est très bon, très intéressant. Là. Michael Jordan, puis toute l'équipe. Fait que je vais vous jaser de tout ça. Sinon, en matière de film, la nouveauté la semaine prochaine, c'est pas un Blumhouse. Je pense que c'est un Sony, là, mais c'est Ali Berry qui est comme piégé avec ses deux garçons. C'est un autre film d'horreur de Alexandre Aja. Ah oui, ok. Ouais. Celui qui a fait Piranha, là, puis... Ouais. C'est celui qui a fait Piranha. Je sais. Haute tension aussi. Bref, c'est ça la nouveauté de la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais aller le voir. Je sais pas. C'est quoi les films qui s'en viennent? Ça a l'air correct, là, sans plus. C'est quoi les films qui s'en viennent bientôt, là, qui vont être bons? Ben écoute, Christy, bonne question. Très bonne question. Il y a cette semaine, j'ai oublié de dire, là, il y a 2 séries qui commencent. Mercredi, le 18, je crois. C'est ça. Mercredi, le 18 septembre, c'est une série que j'attends pas là, depuis ferme. C'est l'affaire du Canadien? Non, c'est non, c'est Agatha. Ok. Agatha, puis en français, ça s'appelle Ah oui, À c'est chaque fois. oui, l'affaire de Marvel. Là. C'est la vilaine de WandaVision. Okay. Donc, une série de Disney+. Puis, c'est vraiment une série qui a l'air vraiment inutile. Là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça commence ce mercredi.
Les effets ont quand même l'air corrects, là, donc je vais lui donner une chance. Puis jeudi, c'est le Pingouin qui commence. Oui, c'est vrai. Donc c'est un spin-off du Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson qui commence ce jeudi sur ça va être sur Crave. Ben, en fait, c'est sur HBO qui commence, donc j'imagine HBO Max. Ouais. Donc j'imagine que Crave va le mettre là, immédiatement. Sur Prime Video, là, d'ailleurs, vous avez une nouvelle série animée de Batman qui a commencé. C'est moyen. Je l'ai pas terminé, là, c'est 10 épisodes seulement. Ça me prend quand même du temps, mais c'est moyen. On est loin de la série animée là, des années 90 de Batman. Puis vous avez aussi Le Seigneur des Anneaux, deuxième saison qui a commencé là, il y a quelques semaines. Ça vous dit là, de regarder ça sur Prime Video. Moi, il faut que je me réserve 6 mois pour finir ça, comme la première saison. Sinon, les films qui s'en viennent. Octobre, je connais plus. 4 octobre, t'as le fameux Joker, Folie à 2. Oui, les critiques sont moyennes, je pense. Hein. Je sais pas. Si la bande-annonce a l'air quand même intéressante, là, ça me tente, ouais. je pense. Ben, dans 2 semaines, on va en avoir le cœur soulagé de regarder ça, Ben. Mais effectivement, les critiques sont médium saignant. Mais je crois que c'est à Cannes ou à Venise. C'était à Venise qui était, ouais. À Venise, qu'il y a eu quand même une ovation là, de 11 minutes. C'est-tu juste pour les acteurs? C'est-tu juste pour le film? J'en ai aucune idée, mais faut voir. Moi, je suis quand même un peu... j'ai hâte de voir, mais je suis réticent un peu là, à ce film-là. J'avais beaucoup aimé le premier. Faut juste pas que ça gâche l'idée du premier. Là, mais on verra ça. Sinon, je le sais que le 18 octobre, c'est Smile 2 qui sort. J'avais bien aimé le premier. C'est un film d'horreur là, pour les fans de l'Halloween qui s'en vient. Donc, c'est le deuxième film. J'imagine que ça va être pas mal semblable au premier. Là, mais j'ai hâte de voir ça. Puis, comme je disais, là, la semaine prochaine, il y a un film d'horreur avec Halle Berry. Sinon... Mais je pense qu'en octobre, tu vas avoir le film Anora de Sean Baker, La Palme d'Or. Ça c'est oui, potentiellement mon film d'année. Ben c'est ça, parce que c'est soit le 27 septembre ou la deuxième semaine d'octobre. Là. Ok, ça se peut. Parce que me semble qu'il sortait dans pas long. Là. C'est ça que j'avais vu. Ça, j'ai hâte. C'est ne jamais lâcher la semaine prochaine avec Halle Berry. Là. Okay. J'attends pas grand chose de ce film-là. Mais on dirait que les films, ils ont tout le temps des longs titres. Là, ça me fuck un peu. Là, ne jamais lâcher, ne dites rien. Je veux dire, on peut-tu juste avoir un titre correct, s'il vous plaît? Sinon, là, de ce que je vois, là, t'as... Pas la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, t'as aussi Transformer 1 qui sort. Oui, c'est vrai. Ça a l'air pourri. Pas vrai? J'ai aucune attente pour ce film-là. Là. Peut-être, ben, pour les jeunes, ça risque d'être bon. Là, pour les films familiales. Là. C'était quand même un bout qu'il n'y a pas eu de film familial, je trouve. Mais, tu sais, une animation famille, j'imagine que ça va être bon, mais... Christy, ça a pas l'air très bon. T'as-tu vu l'annonce? Ouais. Transformer 1? Ouais. Colin. Le 27 septembre, là, le film que j'attends, c'est Megalopolis. Avec Adam Driver, un film de Francis Ford Coppola. Ouais. Mais je sais pas s'il va jouer partout. Non, c'est ça, je suis pas convaincu, moi. Parce que sinon, l'autre film qui est quand même attendu, c'est un film d'animation, c'est The Wild Robot. Oui, j'ai vu des images, je pense. J'ai pas vu l'annonce, mais à ce qui paraît, les critiques sont bonnes. C'est un film de Chris Sanders. Ok. Fait que c'est pas mal ça pour la fin, là, septembre. Sinon, en octobre, t'as le dernier Venom qui s'appelle aussi The Last Dance. Qui sort à la fin septembre. À la fin octobre, excuse. Le 25 octobre. Ça a vraiment l'air pourri. Puis j'ai hâte de l'écouter pour finir ça, là, boucler la boucle. Là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a une nouvelle bande-annonce là, qui est sortie cette semaine. Sur Venom The Last Dance. Puis là, ils ont sorti une image d'un personnage, un antagoniste. Puis là, les gens ont commencé à dire « Ah, c'est Null, c'est Null. »
Non, c'est comme le dieu, si tu veux, des symbiotes, là. C'est comme le gros méchant des symbiotes, puis c'est comme le big vilain, si tu veux, mais... On va attendre de voir le film, là, si c'est vraiment ça. Sony, souvent, là, ils font comme... Juste mettre des images, puis là, tu te dis, ah, il va y avoir ça, ça, ça dans le film, mais finalement, il n'y a rien pantoute, là. Mais, hâte de voir, là, c'est... Tom Hardy est toujours bon, là, mais... Le film, en tout cas... Le Venom, Let Be Carnage, en a mangé une claque, là. Tu sais, c'était pas écœurant, c'était pas fameux. Fait que j'ai hâte de voir. Sinon, là... Pour vrai, le 11 octobre, il n'y a pas grand chose là, qui sort. C'est vraiment le 4 octobre. Le Joker Folie à 2. Là, que... va falloir voir ça. Anora, j'ai pas vu. C'était quand qui sortait. Peut-être c'est encore indécis là, quand est-ce qu'ils vont le sortir. Là, mais... À suivre. À suivre, certainement. Dans tous les cas, Halloween arrive, j'ai écouté des films d'horreur. Absolument. Films d'épouvante, pis tout. Absolument. Yes! C'était tout pour cette semaine. Écoutez des films, des séries. On se tient au courant à Qu'est-ce que tu regardes?